Elle a grandi dans l'ombre, bercée par la musique et les rêves. Fragile, hypersensible, mais terriblement talentueuse. Un talent brut, un style unique, une voix qui bouleverse. De l'enfance singulière à Los Angeles, aux plus grandes scènes du monde, suivez l'ascension d'une star hors norme, Billie Eilish. Bonjour, bonsoir tout le monde et bonne année surtout. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2026. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. On va démarrer l'année avec le portrait de Billie Eilish. Je sais qu'il y en a une parmi vous qui me l'a demandé sans cesse, donc j'espère qu'elle sera contente. Donc voilà, de toute façon c'était une chanteuse, comme il était temps que je fasse son portrait. Je vous cache pas que c'est une artiste dont je ne connaissais absolument rien. Donc ça a été très intéressant de me pencher sur son existence, d'où elle vient, etc. Et j'ai découvert des choses très agréables sur elle. C'était vraiment une belle découverte. Donc écoutez, c'est parti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, ce podcast est dédié à la chanteuse Billie Eilish. Il y a beaucoup de choses à dire, donc naturellement, j'ai condensé. Donc écoutez, c'est parti. Billie Eilish, de son vrai nom Pirate Baird O'Connell, est née à Highland Park, Los Angeles, le 18 décembre 2001. Eilish est en réalité son deuxième prénom. Avant sa naissance, ses parents Maggie Baird et Patrick O'Connell avaient vu un documentaire sur les jumelles siamoises irlandaises, Katie et Eilish Holton, et avaient décidé que s'ils avaient un jour une fille, ils l'appelleraient Eilish. Mais lorsque Maggie était enceinte, son père Bill est décédé et l'ont donc prénommé Billie en son honneur. Phineas, son frère, qui avait 4 ans à l'époque, insistait pour l'appeler Pirate et ce surnom lui est resté. C'est ainsi qu'est né son nom complet, Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Donc ses parents, Maggie Baird et Patrick O'Connell, étaient acteurs et ils ont joué dans de nombreuses séries télé, notamment Friends, Larry et son nombril et à la Maison Blanche. À ce propos, Billie déclare « Le métier d'acteur est vraiment bizarre. On peut travailler pendant des années, être le meilleur du monde et ne jamais décrocher un rôle et être moyen, passer une seule audition et devenir une immense star. Pendant des années, j'ai vu mes parents se faire critiquer parce qu'ils n'avaient pas eu plus de succès. Et ça me rendait folle parce qu'ils étaient vraiment doués. Mon père est le meilleur acteur que j'ai jamais vu. Et ma mère peut faire toutes ses voix et incarner tous ses personnages. Elle est incroyable. Alors j'aurais tellement aimé qu'ils soient plus reconnus. J'aimerais même faire un film avec eux. Je ne l'ai jamais dit à personne. Donc alors que leur carrière ralentissait, ils trouvèrent d'autres moyens de joindre les deux bouts. Patrick travaillait comme homme à tout faire, Maggie donnait des cours de trapèze aérien et tous deux faisaient beaucoup de doublage. En 2007, ils avaient réussi à économiser suffisamment d'argent pour acheter une maison de l'autre côté de la rue qu'ils rénovèrent et revendirent avec profit. Mais lorsqu'ils tentèrent d'en rénover une autre, le marché s'effondra et ils perdirent tout, conservant à peine leur propre maison. C'était terrible, raconte Maggie. C'était une période vraiment difficile. Comme le dit Billie qui avait 6 ans à l'époque, on était vraiment fauchés. Elle ne postait qu'une seule paire de chaussures et un t-shirt. Donc ils menaient une vie nomade, complétant leurs revenus par divers petits boulots, comme l'enseignement et la menuiserie. Billie Eilish et son frère Phineas ont reçu une éducation à domicile, ce qui leur a permis de découvrir librement leur voix. Et comme l'a fait remarquer sa mère, nous avions une sorte de règle à la maison. Personne ne vous obligeait jamais à aller dormir si vous écoutiez de la musique. La musique primait surtout. Les enfants ont également pu s'essayer à une multitude d'activités créatives, du piano à la composition, en passant par la danse, le théâtre et l'équitation, activités qu'elles finançaient grâce à un emploi à temps partiel. Donc ils ont laissé leurs enfants explorer ce qui les intéressait ce jour-là ou cette semaine-là, donc cours d'art, musée, programmes scientifiques. Notre principe était simple, la culture générale suffit, explique Patrick leur père. Il faut savoir pourquoi le ciel est bleu, mais il n'est pas
pas nécessaire de mémoriser des tas de choses ésotériques qui ne serviront à rien. Et pour info, Billy a réussi son examen d'équivalence du secondaire et a obtenu son diplôme à 15 ans. Donc elle a grandi dans un modeste bungalow de 2 chambres dans le quartier de Highland Park à Los Angeles avec ses parents donc, et son frère qui est également son co-auteur, Phineas, j'espère que je le prononce bien, je suis pas certaine. Elle dit: je ne pouvais pas être loin de mes parents, j'avais peur pour eux, peur pour moi, peur d'être oubliée. Elle a ensuite expliqué comment son anxiété paralysante l'avait contrainte à passer une partie de son enfance à partager son lit avec son grand frère et ses 2 parents. Donc toute la famille partageait le même lit jusqu'aux 10 ans de Phineas et Billy, quant à elle, est restée avec ses parents jusqu'à ses 11 ans. Alors leur mère raconte: mes 2 enfants étaient difficiles, mais chacun à sa manière. Phineas te torturait, mais il souffrait lui-même, alors que tu le plaignais. Billy, elle, prenait plaisir à te faire souffrir. Elle n'avait aucune compassion. Elle disait: oh, tu pleures? Tu es faible. J'étais horrible, confie Billy. Mon but était de te faire hurler. Alors son cerveau a toujours fonctionné un peu différemment. Enfant, on lui a diagnostiqué le syndrome de Gilles de la Tourette, qui se manifeste chez elle par des tics à peine perceptibles, un léger exophthalmie, un mouvement brusque de la tête d'un côté. Elle parvient généralement à les contrôler, même si certaines choses semblent déclencher des crises, par exemple les mathématiques. Elle souffre également de synesthésie, phénomène de confusion sensorielle où les sens semblent se mélanger. Chaque personne que je connais a sa propre couleur, sa propre forme et son propre chiffre dans ma tête. Mais pour moi, c'est normal. Phineas, par exemple, est un triangle orange, même si le nom Phineas est vert foncé. Et ma chanson, par exemple, Bad Guy, elle est jaune, mais aussi rouge, et c'est le chiffre 7. Il ne fait pas chaud, mais tiède comme un four, et ça sent les biscuits. Donc elle vivait encore dans une sorte d'enfance en 2020, lorsqu'elle a remporté le Brit Awards de la meilleure artiste solo féminine internationale. Ma relation avec ma maison n'a pas changé, tout comme avec mes parents et mon frère. Je pense que ça surprend un peu certaines personnes qui ont grandi avec moi ou qui ne m'ont pas vue depuis longtemps. Elles viennent nous rendre visite et constatent que rien n'a changé. C'est comme si on entrait ici et qu'on était en 2003. Rien ne laisse deviner la présence d'une célébrité à moins de 60 mètres d'ici. C'est vraiment drôle, je dois me rappeler comment je vis aux yeux du monde parce que parfois j'oublie. Honnêtement, ma vie est exactement la même que quand j'étais enfant. Sauf que je n'ai pas d'amis, du moins pas beaucoup. Alors l'intérêt de Billy pour la musique a été nourri donc par ses parents, vous l'aurez compris, qui l'ont encouragé à explorer ses talents. À l'âge de 8 ans, elle a rejoint le Los Angeles Children's Chorus, où elle a perfectionné sa voix et acquis une précieuse expérience de la scène. Cette initiation précoce à la musique et à la scène a joué un rôle crucial dans la construction de sa future carrière, et l'approche unique de Billy était déjà manifeste dans sa première chanson. Écrite à 11 ans pour le cours d'écriture de sa mère, elle s'inspirait de The Walking Dead et décrivait une apocalypse zombie. Phineas, son frère, lui aussi passionné de musique, avait commencé à écrire et à produire des chansons à l'adolescence. Il avait même fondé un groupe, The Slightlies, qui fonctionnait d'ailleurs très bien, et Billy pensait même que ce serait lui qui aurait percé dans la musique plutôt qu'elle. Pendant longtemps, Billy semblait plus intéressée par les arts visuels. Elle empruntait l'appareil photo numérique de son père et organisait des séances photos dans le jardin, de petites mises en scène avec ses animaux en peluche dans la savane herbeuse. Son père réalisait des diaporamas qu'il mettait en musique. Il a d'ailleurs toujours un dossier sur son ordinateur intitulé « Le monde de Billy ». Et en grandissant, Billy s'est mise à filmer et à monter des films amateurs avec ses amis. Ses parents pensaient qu'elle deviendrait réalisatrice. Elle était plutôt autoritaire, confie sa mère. Elle a tenté sa chance comme actrice à quelques reprises, mais sans succès. J'ai passé 2 auditions, c'était nul. Cette pièce glaciale et glauque, tous ces gens qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, la plupart des jeunes acteurs sont des psychopathes. Donc elle préférait de loin le doublage. Donc elle a prêté sa voix pour Journal d'un dégonflé, Ramona et Bezos, X-Men. C'était amusant, une bande d'enfants dans une pièce qui criait des choses au hasard, puis on faisait une pause pour prendre un goûter. Et pendant ce temps, la musique était omniprésente. La famille possédait 3 pianos, dont un vieux piano à queue délabrée que Patrick avait déniché gratuitement sur Internet. Maggie jouait de la guitare et a enseigné aux 2 enfants les bases de la composition. Un couplet, des accords. Donc si les parents cherchaient à créer un incubateur pour enfants prodiges, c'était réussi. Phineas a demandé sa première batterie pour Noël à 3 ans et a appris le piano tout seul à 11 ans. Quant à Billy de son côté, elle faisait déjà du ukulélé à 4 ans. Et en grandissant, elle et son frère ont commencé à écrire des chansons ensemble, finissant par les enregistrer sur un iMac
que son frère avait économisé pour se l'offrir. Et lui, il a également fait de la télévision, hein. On l'a vu dans des petits rôles dans Modern Family et Glee. Avant de devenir l'une des stars incontournables de la pop, Billie Eilish étudiait la danse dans sa ville natale et elle était très douée, participant même à des compétitions dans plusieurs styles. C'est probablement à cette époque que je manquais le plus de confiance en moi. Je manquais d'assurance, j'avais du mal à parler et à être normale. Quand j'y repense ou que je revois des photos de moi à cette époque, je me rends compte à quel point je n'étais pas bien dans ma peau. Elle a également révélé que la danse l'obligeait à porter des vêtements très courts, une tenue dans laquelle elle ne se sent toujours pas à l'aise. J'étais constamment complexée par mon apparence. C'était le point culminant de ma dysmorphie corporelle. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir. Pendant ces compétitions, Billie pratiquait la danse classique, les claquettes, le jazz, le hip-hop et la danse contemporaine jusqu'à ce qu'une grave blessure l'oblige à arrêter la danse et déclenche une dépression qui durera plusieurs années. C'est également à cette époque que sa chanson Ocean Eyes commença à se faire connaître et devint par la suite le tube qui lança sa carrière de chanteuse, et elle a précisé qu'elle avait initialement écrit cette chanson pour un numéro de danse justement. En 2015, son professeur de danse lui a demandé si elle pouvait composer une chanson originale pour accompagner une chorégraphie, et avec son frère, elle a produit la ballade Ocean Eyes, écrite à l'origine pour son groupe. Une fois le morceau terminé, ils l'ont mis en ligne sur SoundCloud pour que le professeur puisse y accéder, et du jour au lendemain, la chanson est devenue un tube viral. Au total, Ocean Eyes a cumulé plus de 6,3 milliards d'écoutes. La chanson a attiré l'attention des producteurs et Billie Eilish a signé un contrat avec Platoon, un label d'Apple Music dédié aux nouveaux talents, et grâce au vaste réseau du label, elle a pu rencontrer un attaché de presse ainsi qu'un styliste. En 2016, elle signe chez Darkroom et Interscope Records. Ocean Eyes est ressorti, accompagné des singles 6 Feet Under et Bellyache, Copycat, Bitches Broken, et Billie Eilish s'est produite au festival South by Southwest en 2017 et a sorti la même année son premier EP studio, Don't Smile at Me. Cet EP a été salué par la critique et a mis en lumière le son unique de Billie, caractérisé par des mélodies envoûtantes, des textes introspectifs et un mélange de genres tels que la pop, l'alternatif et l'électro. Elle s'est fait aussi connaître du grand public en réalisant Bored, de la BO de la série 30 Reasons Why, et elle a été très appréciée dans les pays anglo-saxons pour la justesse de ses chansons et son style original. Et c'est à cette même période donc qu'elle subit une lésion du cartilage de croissance de la hanche qui a mis fin à ses ambitions de danseuse. Elle n'avait que 13 ans. Pendant mon adolescence, j'ai passé des années à me détester et à vivre toutes ces conneries. Une grande partie de cette souffrance était liée à ma colère envers mon corps, à la douleur qu'il m'a infligée et à tout ce que j'ai perdu à cause de ce qui lui est arrivé. Donc elle explique avoir subi de nombreuses blessures au bas du corps et avoir reçu des diagnostics erronés avant de découvrir qu'elle souffrait d'hypermobilité, une affection qui peut entraîner une flexibilité extrême, voire douloureuse. Et cette maladie génétique rendait Billie résistante au traitement, y compris certains types de massages ou les soins chiropratiques, comme le confie sa mère. J'ai eu l'impression que mon corps me manipulait pendant des années. J'ai dû passer par un processus pour me dire « mon corps, c'est moi ». Et il n'est pas contre moi. Une fois que j'ai compris que nous étions tous dans le même bateau, ma vie s'est nettement améliorée. Alors, autre chose aussi qu'elle faisait, c'est qu'elle se faisait des cicatrices. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc elle dit « Je pense que mon entourage s'inquiétait plus que moi, car je me coupais. C'était à cause de mon corps. Franchement, j'ai commencé à porter des vêtements amples uniquement à cause de mon physique. J'étais vraiment très contente, surtout d'en être là aujourd'hui, parce que c'était arrivé il y a 3 ans, quand j'étais en plein dans ma relation horrible avec mon corps, ou il y a 5 ans, quand je dansais énormément, je ne mangeais presque pas. Je me laissais mourir de faim. Je me souviens avoir pris une pilule qui était censée me faire maigrir et elle m'a juste fait faire pipi au lit. J'avais 12 ans. Donc elle déclare qu'elle considérait son corps comme une amie laide. Ma relation avec mon corps a été véritablement horrible et terrible depuis l'âge de 11 ans. J'aime que mon corps m'appartienne et qu'il soit avec moi partout où je vais. Je le considère un peu comme mon ami maintenant. Alors un ami moche, c'est compliqué, mais que voulez-vous? Je crois que c'est à ce moment-là que la dépression a commencé. Ça m'a plongé dans un gouffre. J'ai traversé une période d'automutilation. Pas besoin d'entrer dans les détails, mais en gros, j'avais l'impression de mériter de souffrir. C'est drôle, quand on pense à Billie Eilish à 14 ans, on pense à tous les bons moments. Mais moi, je ne peux m'empêcher de penser à quel point j'étais malheureuse, à quel point j'étais désemparée et perdue. Entre 13 et 16 ans,
ça a été vraiment dur. Ironie du sort, c'est au même moment où sa carrière commençait à décoller. Donc après 2 années difficiles, elle affirme vivre l'une des meilleures années de sa vie maintenant qu'elle a 17 ans. Ça fait un bail que je n'ai pas été déprimée. C'est génial. Mes 17 ans ont sans doute été ma meilleure année. J'ai adoré mes 17 ans. Donc finalement, elle a guéri, mais la tristesse est toujours présente. Parfois, je vois des filles à mes concerts avec des cicatrices sur les bras et ça me brise le cœur. Je n'ai plus de cicatrices, c'était il y a si longtemps, mais j'ai dit à certaines d'entre elles, soyez gentils avec vous-même, parce que je sais, je suis passée par là. Alors une chose aussi qui l'a beaucoup aidée, ce sont les chevaux. Alors à ce propos justement, sa mère explique, on essaie de trouver des moyens d'aider Billy à se détendre. Ce qu'elle a toujours adoré, ce sont les chevaux. Il y a une écurie près de chez nous où elle a appris à monter à cheval quand elle était petite. Alors sa famille n'avait pas les moyens de payer les chevaux, alors Billy travaillait en échange de leçons. Elle bridait les chevaux, elle les brossait après, mais elle a arrêté de venir au bout de 2 ans parce qu'elle ne supportait plus d'être la pauvre fille à l'écurie. Je me suis fait quelques amis, mais sinon personne n'était vraiment gentil. Les gens qui s'occupent des chevaux n'aiment pas les pauvres. Et maintenant qu'elle a un peu d'argent, elle souhaite avoir accès à un cheval quand elle est chez elle. Elle dit c'est plus pour mon bien-être mental qu'un simple passe-temps. Donc pas mal de soucis de santé. Elle a également reçu des diagnostics plus tard, incluant le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, fatigue chronique et des épisodes de syncope et d'évanouissement sévères, des affections qui ont engendré une réelle souffrance physique et psychologique. Et elle parle donc ouvertement de sa dépression, de son anxiété apparue dès l'adolescence, ainsi que de crises de panique et de problèmes d'image corporelle liés à la célébrité et à l'attention médiatique. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'est passé pendant sa montée au succès, mais sachez que quand même entre-temps, quand Billy a signé son premier contrat, sa maison de disques a essayé de la faire enregistrer dans un vrai studio et de la faire collaborer avec des auteurs-compositeurs et des producteurs plus expérimentés, et elle n'était pas convaincue. Elle dit « je détestais ça ». C'était toujours ces hommes de 50 ans qui avaient écrit ces tubes et qui en plus étaient nuls. Je me disais « vous faisiez ça il y a un siècle. Personne ne m'écoutait parce que j'avais 14 ans et que j'étais une fille. Et on a fait Ocean Eyes sans personne d'autre. Alors pourquoi on fait ça ?» Donc au moment d'enregistrer son album, elle est restée fidèle à sa méthode. Elle et son frère ont coécrit 11 des 13 chansons, tandis que lui a écrit les 2 autres et les a toutes produites. Il travaillait par à-coups, 45 minutes ou toute la nuit, chacun dans sa chambre, échangeant des idées. Billy a enregistré sa voix sur le lit de son frère, chantant dans un micro, entouré de coussins à fleurs. Son frère dit « c'est dingue, la plupart des gens ont besoin de se tenir debout pour bien respirer, mais Billy a une voix incroyable, juste affalée sur le lit ». Donc ils ont gardé un tableau de progression, griffonné sur son mur, juste au-dessus de l'endroit où ils avaient l'habitude de mesurer leur taille quand ils étaient enfants, et ils enregistraient donc chez eux. Ils préféraient enregistrer à la maison. Alors le style et l'image singulier de Billy ont également joué un rôle déterminant dans son ascension fulgurante, avec ses vêtements oversize emblématiques, ses cheveux fluo et ses accessoires audacieux. Elle a bousculé les canons de beauté traditionnels et s'est forgé une place à part dans l'industrie musicale. Son authenticité et son refus de se conformer aux normes sociales ont trouvé un écho auprès de son public, attirant une communauté de fans dévoués, surnommée la Billie Eilish Army. Donc sa collaboration continue avec son frère lui a offert un ancrage artistique et émotionnel stable. Elle a également un gros soutien familial, l'implication et la protection de ses parents, gestion des emplois du temps, définition des limites, etc. Et tout ça, ça a atténué certains risques liés à son activité. Donc suite à ça, la jeune femme part en tournée lors du Raise My Man Tour le 14 février 2018 à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Les singles You Should See Me in a Crown, When the Party's Over et Come Out and Play sortent courant 2018, toujours avec autant de succès. Elle participe une nouvelle fois à la bande-son de 30 Reasons Why sur Lovely. Gros succès. En 2019, c'est la consécration pour elle. L'artiste sort son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Il se classe top 1 des charts dans 15 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie. Et cet album est produit de la même manière qu'Ocean Eyes, dans leur chambre avec un minimum de matériel. En juin de la même année, l'album a été certifié double disque de platine et était alors le disque le plus vendu aux États-Unis. Billie a conquis le monde de la musique en partie en faisant tout ce qu'elle n'est pas censée faire. Sa musique est plus sombre et plus étrange que celle de la plupart des stars de la pop adolescente, avec une touche gothique,
punk et vaguement sinistre, et aucune trace de pop sucré. Musicalement, son travail et celui de son frère est qualifié de weirdo pop, obsédant, perturbateur, effrayant, excentrique, et la voix de Billie est décrite comme un murmure éthéré, et elle est comparée à celle de Lorde et de Lana Del Rey. Pour son public, principalement composé de jeunes filles, elle est comme la terminale cool du cours d'art plastique qui s'habille et se comporte comme elle rêve de le faire. Stylée, extravagante, un peu rebelle, comme dans son tube Bad Guy où elle dit « Je suis le genre rebelle, le genre à rendre ta mère triste, le genre à séduire ton père ». Et justement, cette chanson qui sort en janvier 2019, elle est la plus appréciée dans le monde. Elle est numéro 1 dès sa sortie sur iTunes Store et sur Spotify. Elle atteint l'équivalent de 19,5 millions de téléchargements et elle s'est classée en tête des ventes dans 15 pays. Donc cette jeune femme talentueuse et hors norme est alors sur toutes les lèvres. À seulement 17 ans, c'est la première artiste née dans les années 2000 à être numéro 1 des hits mondiaux. Le clip déluré et empreint d'humour noir de Bad Guy est vu des millions de fois sur YouTube. Les titres Bury a Friend et Wish You Were Gay, tirés de l'album, sont également très appréciée. Donc l'année de ses 17 ans, année qu'elle aime particulièrement, mais l'apprentissage est difficile. Et pendant l'été 2019, Billie commence à souffrir d'éruptions cutanées. Elle a vu un médecin qui lui a dit que c'était le signe que son corps lui disait qu'elle était épuisée et avait besoin de repos. En effet, l'adresse de sa maison a fuité sur Internet. 3 fans se sont présentés chez elle en une seule journée, dont un homme âgé et inquiétant qui avait fait le trajet depuis San Diego. Donc, pendant un certain temps, un garde du corps a dormi dans le salon. Elle dit c'était vraiment traumatisant. Je ne me sens plus du tout en sécurité chez moi et c'est terrible. J'adore ma maison. Donc là, elle se prépare à partir en tournée pour le When We Fall Asleep Tour et elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de cette tournée. Elle la redoute, elle déteste être loin de ses amis pendant si longtemps. Elle sait qu'à son retour, ils s'habilleront tous différemment et auront de nouvelles blagues entre eux et elle dit c'est agaçant. J'ai quelque chose de formidable devant moi et je ne veux pas le détester. Je ne le déteste pas, mais je déteste certains aspects. Donc elle a toujours eu peur de certaines choses, par exemple l'océan, les eaux profondes, les endroits sombres comme son placard ou le garage la nuit. Et aujourd'hui encore, elle saute sur les derniers centimètres de son lit de peur qu'un monstre ne se cache en dessous pour l'attraper. Mais depuis que sa carrière a décollé, ses cauchemars sont devenus bien plus intenses. Elle déclare « J'ai dû arrêter de regarder des films d'horreur parce que tout me faisait flipper. Je voyais des créatures par la fenêtre, j'ai fait des paralysies du sommeil, j'en ai marre de ces conneries bidons. La vraie vie est bien trop effrayante. J'ai toujours adoré être sous les projecteurs, mais je ne pense pas que quiconque sache ce qu'est vraiment la célébrité. Parce que si j'avais voulu être célèbre, ce n'était pas de cette façon-là. Donc elle explique que toutes ces angoisses, c'est lié à cette tournée. Je ne supporte pas l'idée de devoir repartir. J'ai l'impression d'être dans un purgatoire sans fin. C'est comme si la fin n'était jamais en vue. Les tournées sont vraiment sans fin. Donc oui, elle a quand même des concerts prévus partout dans le monde jusqu'à l'année suivante. Et elle dit, rien que d'y penser, j'ai vomi. Je ne suis pas du genre à vomir facilement, mais là, j'ai vomi 2 fois à cause de l'angoisse. Elle a aussi peur d'être seule. Elle dit chaque fois que j'étais seule, je m'effondrais, je m'écroulais. C'était devenu tellement insupportable que lorsque mon ami me disait « je rentre à plus tard », j'avais une sensation de brûlure intense au ventre, comme un couteau qui se tord. Je ne me sentais pas en sécurité, même pour 1 heure. Je ne me fais pas confiance quand je suis seule. Elle a peur de se faire encore du mal. Donc elle sait qu'elle devait se rétablir avant de partir en tournée. Donc elle dit « oui, j'ai un travail qui ne me permet pas de craquer ». Et pour cette tournée, justement, tout a été mis en œuvre pour améliorer son quotidien. Elle bénéficie de plus de jours de repos entre les concerts. Elle a un bus flambant neuf avec sa propre chambre et une douche. Et sa mère dit, en gros, on a opté pour un bus bien plus confortable pour Billie, mais moins pour les autres. Billie a également affrété un bus supplémentaire, un bus pour les amis, afin que ses amis restés au pays puissent la rejoindre sur la route. Ça a coûté une fortune et je ne sais même pas si on peut se le permettre, mais j'en avais besoin pour mon bien-être mental. J'ai un boulot incroyable, vraiment. Les choses que je fais dans ma carrière sont tout simplement incroyables. Mais c'est stressant. Donc effectivement, elle est partie en tournée en Australie. Elle s'est envolée pour un festival au Royaume-Uni. Elle s'est produite dans des amphithéâtres et des salles de concert à travers les États-Unis, tous complets. Et tout ça, ça se fait en famille.
Pour sa première tournée, son père, par exemple, il a tout plaqué et il est devenu son équipe technique à lui tout seul. Il conduisait le van et apprenait seul à gérer les lumières. Il dit « Je voulais en faire partie parce que c'était vraiment génial. Et même maintenant, avec 4 bus et une équipe de 37 personnes, la route reste une affaire de famille. » Donc Patrick, c'est un peu l'homme à tout faire. Il utilise ses compétences en menuiserie pour réparer tout ce qui a besoin de l'être. Quant à Maggie, elle est un mélange entre la maman de la tournée et la vraie mère de Billy. Elle distribue des manques séchés à l'équipe et est toujours là pour la réconforter. Surtout, elle est la gardienne psychologique de Billy, bloquant tout ce que les gens veulent lui proposer. « Je sais simplement ce qui lui conviendra le mieux », explique-t-elle, et qui ne viendra pas gâcher sa journée. Alors, ses parents y perçoivent un salaire pendant les tournées, mais c'est pas une fortune, juste de quoi survivre pendant les longs mois sans travail, et aucun d'eux ne touche de commission, ni ne profite d'aucune autre manière du succès de Billy. Bien sûr, il s'inquiète pour elle. Alors justement, sa mère confie « Au début, ma plus grande crainte était qu'il l'exploite rapidement et qu'on en finisse avec elle. Heureusement, cela ne s'est pas produit, mais son père explique qu'il reste très vigilant. On lui a volé son adolescence. À 14 ans, elle était trimballée aux 4 coins du pays. C'est très jeune. Alors même si tout cela était formidable et extraordinaire, nous essayons de protéger Billy de cette industrie vorace. Parce que c'est trop. Alors malgré tout ça, Billy n'est pas du tout prétentieuse. Elle a même un profond mépris des conventions. Et justement, à propos de ça, ses parents disent « On doit souvent expliquer à Billy pourquoi telle ou telle chose est importante. Elle ne supporte pas les gens qui ne l'intéressent pas et se fiche complètement de savoir si on l'aime ou non. » Et il raconte une anecdote. Lors d'une réunion de dirigeants de sa maison de disques venus pour lui rendre un disque d'or, il dit à notre artiste serait aux anges d'avoir un disque d'or à son nom. Mais Billy a répondu « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre avec un putain de disque ?» Bon, suite à cette tournée, elle sort un nouveau single, Xani, qui dénonce la consommation excessive d'alcool et de substances. Début 2020, elle apprend avec joie qu'elle est choisie pour chanter donc l'ABO du prochain James Bond. Elle interprète le titre No Time to Die, composé avec son frère pour la première fois aux Brit Awards en février 2020 et bat un record en se hissant en tête des ventes au Royaume-Uni. C'est la meilleure performance de tous les temps d'un thème de James Bond sur une première semaine. Déjà 1 mois plus tôt, elle avait été nommée dans 6 catégories aux Grammy Awards, album de l'année, chanson de l'année, enregistrement de l'année, meilleur album vocal pop et révélation de l'année. Elle a raflé 5 prix. Pour 2020, elle projette de tourner un documentaire sur son début de carrière fascinant. En février, elle est invitée à la cérémonie des Oscars et chante le titre Yesterday des Beatles en hommage aux grandes stars disparues. Et c'est donc après qu'elle interprète la chanson de James Bond aux Brit Awards. Alors, pendant sa tournée, il y a quelque chose qui a fait parler. Donc c'est sa tournée Where Do We Go. Elle dévoile une vidéo dans laquelle on la voit se déshabiller. Et c'est pour dénoncer le body shaming. La séquence a été diffusée dans le premier show, le lundi 9 mars à Miami. On aperçoit Billy d'abord vêtue d'une large veste noire qui s'effeuille progressivement jusqu'à apparaître brièvement en soutien-gorge. Donc au-delà des images, c'est surtout le message qui est mis en valeur. Sa voix retentit tandis qu'elle récite les mots qui s'affichent également sur grand écran. Vous avez des opinions à propos de mes opinions, à propos de ma musique, à propos de mes vêtements, à propos de mon corps. Certaines personnes détestent ce que je porte, certaines en font l'éloge, certaines personnes s'en servent pour blâmer d'autres, certaines s'en servent pour me blâmer moi. Donc elle fait là référence aux nombreux commentaires sur ses tenues. Elle déplore à la fois ceux qui les critiquent et ceux qui les encensent dans le seul but de stigmatiser celles qui portent des vêtements jugés plus sexy. Si je porte quelque chose de confortable, je ne suis pas une femme. Si j'enlève des couches de vêtements, je suis une PUTE. Bien que vous n'ayez jamais vu mon corps, vous vous permettez de le juger et vous me jugez à cause de lui. Pourquoi ? Si je porte plus ou moins de vêtements, qui décide de ce que ça fait de moi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma valeur n'est-elle basée que sur votre perception ou est-ce qu'au final, votre opinion de moi n'est pas de ma responsabilité ? Donc voilà, par rapport au body shaming, mais il n'y a pas que ça qui lui tient à cœur à Billy. Elle est également militante écologiste. Elle défend la mode durable, les droits des animaux, elle est végane, les droits des femmes, le droit à l'interruption de grossesse et l'acceptation de soi. Elle s'est également produite lors de la Convention nationale démocrate de 2020. Elle est aussi une figure incontournable du monde de la mode. Outre sa pub pour Calvin Klein, elle a
a collaboré avec le créateur Takashi Murakami et la marque de vêtements Freak City. En 2021, elle a même lancé un parfum vegan, Eilish, et elle a également noué des partenariats avec Adobe Creative Cloud et Apple Music Lab. Début 2021, Billie se lance dans la promotion de son deuxième album studio, qui s'appelle Happier Than Ever, et au fil des semaines, elle dévoile de nouveaux singles, parmi lesquels My Future et Your Power, écrit toujours avec son frère, et comme souvent, Billie parvient à atteindre le top 10 du Billboard américain, et naturellement il y a une tournée qui va suivre. Et il y a un titre qui a fait tiquer les fans, justement, on en a parlé en mai 2021, donc là pour rappel, Billie a maintenant 19 ans, on lui a demandé ce que ça voulait dire le titre Your Power. Alors c'est une lettre ouverte aux personnes, souvent des hommes, qui abusent de leur pouvoir, donc ce titre décrit l'histoire d'une mineure qui tombe sous l'emprise d'un homme plus vieux qu'elle. Du coup les fans se demandent si c'est autobiographique. Alors elle confirme, elle a déjà subi des abus, mais elle garde les détails pour elle. Elle dit « Je voudrais que les gens m'écoutent, pas qu'ils essaient de savoir de qui je parle. Ça ne concerne pas qu'une personne, ce n'est pas ça l'important. Vous vous dites peut-être « Ok, les abus de pouvoir, c'est parce qu'elle bosse dans l'industrie de la musique. » Mais non, il y en a partout. Je ne connais pas une femme qui n'ait pas vécu ça, qui n'ait pas eu une expérience bizarre ou même une très mauvaise expérience. Et ça arrive aussi à de jeunes hommes tout le temps. Donc elle insiste sur le caractère global du problème. Elle évoque les agressions S, les VIOLS ou encore les tâches ménagères souvent attribuées aux femmes. Et dans tous ces exemples, une personne, souvent un homme, selon Billie, abuse de son pouvoir et de son influence pour obtenir ce qu'elle souhaite de l'autre. Peu importe qui vous êtes, votre vie, la situation dans laquelle vous vous trouvez, votre entourage, à quel point vous êtes fort, intelligent, vous pouvez toujours être abusé. Alors, elle a désamorcé d'avance les critiques. Elle dit « On va dire tu te plains d'avoir été abusé étant mineur et tu montres tes seins dans les journaux. » Eh ben oui, je les montre. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Les gens ne devraient pas te manquer de respect parce que tu montres ou pas ton corps et ta peau. Je ne laisserai plus personne abuser de moi. Et pour illustrer cette promesse, elle a posé pour Vogue en pin-up des années 50, habillée d'un corset, les cheveux colorés en blond. Alors, ses fans étaient plutôt jusqu'ici habitués à des pulls larges, des mèches vertes. Mais là, comme elle le répète, elle fait ce qu'elle veut. En même temps, j'ai envie de vous dire, elle grandit. Du coup, dans le même temps, juin 2021, alors il y a une polémique, il y a un clip montrant Billie imiter un accent asiatique et utiliser un terme discriminant envers cette communauté qui a fait trembler les États-Unis. Et en fait, c'est un vieux clip qui a été ressorti des réseaux sociaux. Elle l'a fait quand elle avait 13 ou 14 ans, comme elle l'explique dans un mot d'excuse qu'elle a publié le 22 juin. La vidéo a été filmée il y a plusieurs années. J'ai prononcé un mot issu d'une chanson sans savoir à l'époque que c'était un terme discriminant à l'encontre des membres de la communauté asiatique. Je suis horrifiée et confuse. Donc elle a reconnu que ces extraits étaient blessants et affirme qu'elle en était désolée. Donc elle souligne qu'elle a toujours utilisé sa visibilité pour lutter en faveur de l'inclusivité, de la bienveillance, de la tolérance et de l'égalité. Alors elle est également connue pour sa discrétion concernant sa vie amoureuse. Cependant, dans un article de Variety en 2023, elle a confié être attirée par les femmes tout en se sentant parfois intimidée par elles. Elle a notamment été en couple avec Jesse Rutherford, le chanteur du groupe The Neighborhood, l'acteur Matthew Tyler Vorse et le rappeur Brandon Adams. Voilà pour sa vie perso, mais on va en reparler après. Ensuite, il y a un autre hippie qui sort, un hippie surprise de 2 titres, Guitar Songs, qui sort en 2023, qui contient le titre What Was I Made For, qui figure également sur la bande originale du film Barbie. En 2024, elle remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale avec son frère pour justement ce titre, et elle surfe sur ce succès en sortant son 3e album Hit Me Hard and Soft le 17 mai. Son site web le présente comme son album le plus audacieux à ce jour, qui brouille les frontières des genres et défie les tendances. Cette même année 2024, le 28 mars, lors d'une interview accordée au magazine Billboard, elle s'est plaint du peu de considération écologique dans l'industrie musicale, et elle a notamment critiqué les artistes qui sortent de multiples
multiples versions vinyles d'un seul album, simplement pour inciter à en acheter toujours plus. C'est sous nos yeux, déclare-t-elle, et les gens s'en tirent à bon compte, et je trouve ça vraiment frustrant, moi qui fais tout mon possible pour être durable et faire de mon mieux, essayant d'impliquer tous les membres de mon équipe dans le développement durable. Et voilà que certains des plus grands artistes du monde font 40 emballages de vinyles différents qui ont chacun leur particularité, juste pour que vous continuez à en acheter davantage. C'est du gaspillage et ça m'énerve qu'on en soit encore à un point où l'on se préoccupe autant des chiffres et de l'argent. Alors, bien qu'elle n'ait cité aucun artiste, les fans de Taylor Swift ont vite tiré des conclusions, l'accusant de s'attaquer à leur idole qui s'est lancée dans une réédition de ses albums. On sait exactement de qui elle parle, les Swifties vont détester ça, on sait que Taylor ne recycle pas les vinyles et ruine l'environnement pour que ses albums poubelles se vendent. C'est ce que certaines personnes postaient sur les réseaux. Alors Billie a réagi à la polémique en prenant la parole sur Instagram. Elle dit « Ce serait génial si les gens arrêtaient de m'attribuer des mots que je n'ai pas dit et lisaient ce qu'il y a écrit dans cet article de Billboard. Je ne visais personne, ce sont des problèmes systémiques dans l'industrie du disque. Et lorsqu'il s'agit de variantes, de nombreux artistes les publient, y compris moi. » Donc oui, elle fait aussi partie des musiciens qui sortent plusieurs versions vinyles d'un même album, mais contrairement à nombre d'entre eux, elle s'efforce de préserver l'environnement en commercialisant des disques produits à partir de vinyles recyclés dans des emballages faits à partir de canne à sucre. Donc Billie Eilish, à ce moment-là doublement oscarisée, s'intéresse depuis longtemps à l'écologie. Pour rappel, dans sa tournée en 2022, elle était associée à Support and Feed, une organisation qui lutte contre l'insécurité alimentaire et la crise climatique fondée par sa mère. En choisissant de servir uniquement des repas à base de plantes à ses équipes, 24 000 au total, elle estime avoir économisé 33 millions de litres d'eau. En juin 2023, elle avait aussi donné un concert gratuit au pied de la Tour Eiffel, organisé par le Global Citizen, une organisation de sensibilisation contre la pauvreté et pour le climat. Bon, retour à la musique après cette parenthèse écologique. Toujours en 2024, elle enregistre un remix de sa chanson « L'amour de ma vie ». Puis elle collabore avec la chanteuse Charlie sur le titre « Guess » et elle participe à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris depuis Los Angeles. On arrive à juin 2025, alors qu'elle doit se produire 2 soirs de suite à Paris dans le cadre de sa grande tournée. Billie est victime d'une grande vague de harcèlement sur les réseaux sociaux à cause de photos prises aux côtés de son compagnon. J'ai dit qu'on allait reparler de sa vie privée. Donc ouvertement bisexuelle, Billie voit son orientation sexuelle remise en question parce qu'elle fréquente un homme. Alors là, elle est avec Nat Wolff et ça n'a pas plu à beaucoup de ses fans qui espéraient la voir en couple avec une femme. Donc elle a été victime d'une vague de biphobie, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Et voilà les commentaires. Encore une bisexuelle qui ne sort qu'avec des hommes. Toutes les filles finissent par devenir hétéros. Elle s'est inventée une attirance pour les femmes pour vendre plus de disques. Ou encore, et dire qu'elle fait ça pendant le mois des fiertés. Plusieurs internautes en colère lui reprochent ouvertement de sortir donc avec un homme. Et ce, alors que la définition même de la bisexualité est d'aimer aussi bien les hommes que les femmes. Bon, on a donc reparlé de son coming out de 2023 qu'elle avait fait dans les colonnes de Variety. Elle a quand même dit qu'elle n'avait pas vraiment prévu de révéler qu'elle était bi au grand public. Je pensais que c'était évident. Je n'avais pas réalisé que les gens ne le savaient pas. Et elle dit « Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout simplement exister ? Ça fait longtemps que je fréquente des hommes et des femmes. Je n'en ai juste pas parlé. » Voilà, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Alors ensuite, elle a fait un concert le 26 juillet à Dublin. Et encore là, elle n'a pas plu. Elle a fait des remarques sur sa présence en Irlande et les similitudes entre elle et le public, des propos qui ont divisé les internautes, certains réclamant des excuses, tandis que d'autres la défendaient. Donc elle a terminé la partie britannique et européenne de sa tournée Hard and Soft, et donc là elle était à Dublin. Pendant le spectacle, elle a exprimé son émerveillement face à l'apparence du public. Donc elle a rappelé qu'elle avait des origines irlandaises. Elle dit évidemment, je ne suis pas d'ici, mais c'est vraiment cool de venir quelque part où tout le monde vous ressemble. Et elle dit, ça me fait me sentir tellement vue. J'adore ça ici, c'est tellement beau, vous êtes tous si beaux. Cependant, beaucoup de gens sur Internet ont demandé des excuses immédiates pour ce qu'ils considéraient comme un commentaire déplacé sur la représentation. Parce que comme elle est pâle, qu'elle ne bronze jamais et qu'en Irlande, vu que
le Nord, les gens sont pâles, enfin c'est quelque chose qui ressort quoi. Bon bah ça a pas plu parce qu'il y a aussi des personnes racisées de couleur qui vivent en Irlande, donc escaladiste déplacé, c'était raciste. Bon, il n'empêche que depuis Manchester, elle avait promis la sortie imminente d'un projet très spécial en collaboration avec James Cameron. Alors on savait pas c'était quoi, maintenant on le sait. Elle l'a annoncé le 23 novembre lors du dernier concert de sa tournée Hit Me Hard and Soft à San Francisco. Ce sera la parution d'un film documentaire en 3D signé et réalisé James Cameron, distribué par Paramount Pictures. Et ce sera pour le 20 mars 2026 aux États-Unis. C'était l'une des plus belles tournées de ma carrière et pouvoir l'enregistrer et la co-réaliser avec James Cameron est un rêve devenu réalité. Alors effectivement, James Cameron, Titanic, Alien, Terminator, Avatar, a en effet mis en place un immense dispositif pour capter les différentes prestations de Billy, parmi lesquelles figure celle à Manchester en juillet dernier, où Billy a dû garder la même tenue pendant 4 concerts de suite pour des besoins de tournage. Alors apparemment, James Cameron teste une nouvelle technologie avec ce nouveau truc de film-concert, on verra bien. Alors là, dernièrement, en novembre 2025, elle s'en est pris à Elon Musk. C'était au WSG Innovator Awards. Donc elle a profité de son discours de remerciement pour critiquer la concentration des richesses entre les mains des milliardaires. Elle a souligné que les gens ont plus que jamais besoin d'empathie et d'aide, surtout dans notre pays. Donc, bien qu'Elon Musk n'ait pas assisté à cet événement, il s'est vu adresser un message direct de Billy. Pas de haine, mais oui, donnez votre argent. Donc, elle a partagé sur ses stories Instagram une série d'infographies du mouvement activiste My Voice, My Choice. Et ces graphiques exposent des moyens concrets permettant à Elon Musk de redistribuer sa richesse. Alors, bien que Elon n'ait pas encore atteint cette riche capitalisation boursière nécessaire pour valider certaines propositions, comme celle où Tesla atteindrait 8,5 milliards de dollars, ses suggestions restent pertinentes et elle l'a traité de sale pathétique. Pour sa part, elle a annoncé qu'elle fera un don de 11,5 millions de dollars issus de sa tournée Hit Me Hard and Soft à diverses œuvres caritatives, et devant son auditoire composé notamment d'individus fortunés tels que Mark Zuckerberg, qui pèse 225 milliards de dollars, l'a interpellé en disant si vous êtes milliardaire, pourquoi êtes-vous milliardaire ? Avant d'ajouter, nous vivons actuellement une époque où le monde est vraiment mauvais et vraiment sombre. Les gens ont plus que jamais besoin d'empathie et d'aide. Donc cette situation met en effet en lumière un débat croissant autour des responsabilités sociales des milliardaires durant les crises mondiales et leur rapport face aux inégalités économiques persistantes. Bon, sachez qu'Elon Musk lui a quand même répondu sur Twitter. Il a simplement marqué « Elle n'est pas l'outil le plus pointu du hangar ». On va pas plus commenter, mais elle a raison. Là-dessus, oui, il y a des milliardaires, on se demande ce qu'ils font. À essayer de faire des projets sur la Lune ou je sais pas quoi, alors qu'ils pourraient éradiquer la faim dans le monde. Bon, chacun ses priorités. Voilà donc, les amis, pour le portrait de cette charmante Billy. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Encore une fois, je vous souhaite encore une merveilleuse année, surtout la santé, c'est le plus important, l'accomplissement dans tous vos projets. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.